Bonsoir à tous. Voilà, et je vous souhaite vraiment chaleureusement la bienvenue dans cette nouvelle conférence en ligne. Alors, je suis très contente aujourd'hui parce que c'est un sujet, la musicothérapie, qui m'intéresse beaucoup depuis cette année. Et puis, je pense que je ne suis pas la seule parce que là, nous avons dépassé les 700 inscriptions, ce qui est assez fabuleux. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à ce que j'organise. Et puis, voilà, et puis j'ai hâte d'entendre mon invité ce soir, donc qui va nous parler de la Réunion, rien que ça, c'est chouette. Les préparations étaient intéressantes avec à la petite webcam le grand soleil ici en Belgique, c'est un peu différent. Et donc voilà, je présente Maëlle, donc Maëlle Grand, qui est musicothérapeute clinicien. Merci Maëlle d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et donc, Maëlle a une double formation donc en musicologie et psychologie. Ça, c'est vraiment chouette de réunir un petit peu les deux. Et donc, des diplômes universitaires. Et donc, voilà, Maëlle, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, alors, comme tu disais, j'ai une licence en musicologie et un certificat de psychologie donc à l'Université de Montréal. Et après, j'ai fait un double DU en musicothérapie à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. D'accord. Ok, super. Alors, avant de commencer, Maëlle, je pense que c'est important de prendre quelques minutes pour parler technique. Donc, voilà, je reçois pas mal de petits messages qui me disent « Ah là là, l'événement est complet, c'est dramatique. » Et oui, c'est dramatique. Mais voilà, j'avais envoyé un email à tous les inscrits. Je l'avais aussi signalé sur ma page sur l'événement en fait Facebook que malheureusement, pour des raisons techniques, on ne pouvait pas accueillir plus de 100 personnes en live. En fait, donc on le déplore, mais voilà, ce sont les limites de la technique pour que aussi vous ayez une bonne qualité de conférence, parce qu'évidemment, le but aussi, c'est que vous puissiez poser vos questions, et donc à 700 personnes, même en étant très motivé, Maëlle, ça allait être quand même vachement compliqué. Donc voilà, là, ce soir, vous serez 100 personnes en direct. Donc, je vous demande bien de vérifier que vous êtes bien connectés sous Chrome, hein, je l'avais bien signalé, mais je vous le rappelle, ça évite aussi des problèmes de son et d'image qui pourraient se couper en fait à tout moment. Et pour le reste, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vois Camille de passe. Pour vos collègues qui malheureusement voilà, sont arrivés un petit peu juste et donc la salle était déjà complète, mais il n'y a pas de souci. Toute personne qui s'est bien inscrite recevra automatiquement un accès au replay. Donc une fois que la conférence sera terminée, le mail va partir et donc vous aurez un accès voilà, pour des semaines, mois à tout ce qui sera dit dans cette conférence. Et tant que j'y suis, voilà comment je vois ce petit message de Camille, donc de passe. C'est parce que, regardez, là, sur le côté de votre écran à droite, vous avez un petit bandeau blanc avec différents onglets. Donc ici, le premier onglet chat, voilà, il vous permet d'interagir avec nous, voilà, de nous faire un petit coucou, une remarque, mais aussi de poser vos questions. Et donc, Maëlle et moi vous demandons vraiment de bien rester sur cet onglet chat et de ne pas le quitter si vous voulez poser vos questions et interagir. Simplement parce que, vous voyez, donc il y a d'autres onglets. Il y a l'onglet questions, il y a l'onglet sondage. Bon, si vous allez dans l'onglet questions pour poser une question, nous, on sera avertis avec une minuscule pastille rouge. Et donc, il faudra voilà, qu'on aille changer d'onglet et c'est une perte de temps puis un risque de vous oublier. Donc, voilà, on reste bien sur le chat. Et puis, voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de questions-réponses qui est prévu préférentiellement à la fin. Donc, moi, je suis là pour faire un peu l'animation, pour gérer d'éventuels soucis techniques. Donc, je vais lire, en fait, toutes vos questions. Et si à un moment, je me dis c'est pertinent, eh bien là, je vais proposer peut-être à Maëlle d'y répondre au cours de son exposé. Sinon, voilà, on va attendre la fin. Et il y aura un temps prévu pour que vous puissiez poser absolument toutes vos questions. Donc oui, Lucie, voilà, je dis bien que oui, il y a un replay et ce sera envoyé automatiquement. Ne vous inquiétez pas, vous y aurez accès pendant, de façon illimitée. Alors voilà, je pense que maintenant, oui, il y a une attestation, Gaëlle. J'y ai répondu. Donc les attestations, vous les aurez sur simple demande une fois que la conférence sera terminée. D'accord? Donc en résumé,
ne quittez pas l'onglet chat. N'utilisez pas les autres onglets pour poser vos questions ou interagir. C'est préférable, c'est plus facile. Vérifiez que vous êtes bien connecté sous Chrome. Et oui, vous aurez accès au replay et vous aurez les attestations que vous souhaitez à la fin de cet exposé sur simple demande. Vous m'envoyez un petit email et je vous fais ça sans souci. Bon, Maëlle, maintenant on y va. On a envie de parler de ce thème. Donc voilà, la musicothérapie. Maëlle, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la musicothérapie? Eh ben, bonjour à tous déjà. Merci Claire pour ton invitation et à vous d'être venus aussi nombreux. Et surtout, merci pour votre intérêt pour la musicothérapie. Alors, c'est bon, on m'entend bien, vous me voyez bien, tout est nickel. Les diapos aussi, c'est bon? Super. On va pouvoir commencer alors. Alors, donc pour répondre à ta question, Anne-Charlotte, j'aimerais commencer par diffuser une petite vidéo, si c'est possible. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes spécialisés en sonothérapie et musicothérapie, thérapie sonore vibratoire et neurosciences sensorielles. Découvrez l'expérience des technologies visuelles et sonores avec nos séances en multiméthode, comprenant de la musicothérapie, de la méditation, des mantras, de l'hypnose et les fréquences sacrées. Les fréquences sacrées allant d'une gamme composée de 9 fréquences, de 174 à 963 Hz, et aussi des outils beaucoup plus traditionnels, comme des bols tibétains ou des bols de cristaux, ramenés du Tibet, d'Inde ou d'Asie, ainsi que des diapasons thérapeutiques. Tous ces sons et ces fréquences ont été étudiés et placés spécifiquement à des endroits stratégiques qui vont permettre de modifier votre état de conscience et la stimulation des ondes cérébrales. Bien, donc évidemment, la musicothérapie, ce n'est surtout pas ça. D'ailleurs, la musicothérapie, ce n'est pas non plus faire de la musique avec ses amis, même si ça peut faire du bien. Ce n'est pas non plus aller à un concert, même si les musiciens peuvent nous communiquer bien des émotions. Ce n'est pas non plus apprendre et jouer d'un instrument, même si ça peut apporter beaucoup. Et ce n'est pas non plus faire de la musique, même si ça peut apaiser. Alors, ce n'est pas non plus écouter de la musique, hein, bien sûr, même si cela peut être source de bien-être. Mais alors, me direz-vous, la musicothérapie, c'est quoi? Et surtout, c'est quoi aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la musicothérapie est une discipline qui évolue très rapidement, surtout ces 10-15 dernières années, et que ce qui était vrai il y a encore peu de temps ne l'est probablement plus aujourd'hui et le sera certainement encore moins demain. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la musicothérapie se redéfinit. Alors, l'histoire de la musicothérapie, telle qu'on l'a connue jusqu'à encore très récemment, débute vers le milieu du XXe siècle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle se fonde alors principalement sur des concepts de sciences humaines et sociales, particulièrement de psychologie. La valeur thérapeutique de la musique est alors considérée comme découlant des rôles émotionnels et sociaux qu'elle tient dans la vie d'une personne et dans la culture d'une société. La musique a alors comme fonction majeure l'expression émotionnelle, l'intégration et l'organisation sociale, la représentation symbolique des croyances et des idées, ainsi qu'un rôle éducatif. Durant toute la seconde moitié du XXe siècle, la musicothérapie se cantonne principalement à une branche de psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Cependant, le rôle de la musique dans un contexte thérapeutique a connu de sérieux changements au tournant du millénaire, impulsés par la recherche portant sur les effets de la musique sur le cerveau. Plus précisément, l'avènement des techniques modernes d'investigation dans le champ des neurosciences, telles que l'imagerie cérébrale et l'électroencéphalographie, a permis d'étudier les fonctions cognitives chez l'humain in vivo. Une image complexe des processus cérébraux impliqués dans la création et la perception de la musique a ainsi émergé. Alors, les recherches sur le cerveau impliquant la musique ont mis en évidence que celle-ci est non seulement un langage hautement structuré, impliquant la perception, la cognition et le contrôle moteur, mais également que ce langage sensoriel peut être utilisé efficacement pour restructurer et rééduquer le cerveau lésé grâce à la fameuse plasticité cérébrale. La conséquence fascinante pour la musicothérapie a été un nouveau corpus de recherche
montrant des utilisations efficientes de la musique avec des résultats thérapeutiques bien plus considérables et spécifiques que ceux produits par le concept général de bien-être. Cette nouvelle littérature scientifique a ainsi mis en exergue que la musique a davantage d'impact que ce que l'on pensait, et ce, dans divers champs d'application thérapeutique. Alors, je fais ici une petite parenthèse promotion pour vous dire qu'une bonne partie de ce que je vous raconte aujourd'hui est présent dans le livre des professeurs Toth et Umberg, que j'ai eu la chance de traduire sous le titre de Manuel clinique de rééducation par la musique, publié aux éditions Debook Supérieur en 2019. D'ailleurs, Anne-Charlotte, je crois que c'est pas loin de chez toi, enfin, vu de la Réunion, hein, Oui. le siège de Debook est à Louvain-la-Neuve, il me semble. Oui, c'est là où j'ai étudié, bien sûr. Ouais, on m'en parle beaucoup. Donc voilà, donc je te remercie d'abord d'avoir un petit peu défini les choses. Et donc, voilà cette question, est-ce qu'il y a plusieurs genres de musicothérapie? Tu vois, un petit peu comme l'ostéopathie, on a l'ostéopathie crânienne, structurelle, enfin voilà, on s'y retrouve plus trop. Est-ce que c'est la même chose ici? Il y a plusieurs genres, on doit mettre un S, ça dépend de la formation, de la conception? Dis-moi. Eh ben, au même titre qu'en psychologie, différents courants coexistent, la musicothérapie est donc plurielle. On assiste quand même à une relative harmonisation dans le sérieux des pratiques ces dernières années, avec un consensus de plus en plus marqué. Il y a encore peu de temps, c'était beaucoup moins vrai. La preuve, c'est qu'en 1998, Édith Lecourt, psychologue clinicienne, psychanalyste et musicothérapeute, énumérait dans son article Musicothérapie de nombreuses autres méthodes spécifiques et leurs référentiels théoriques. Alors, il y en a un paquet, et très honnêtement, je ne les connais pas toutes, donc le mieux que je puisse faire pour vous donner une idée de l'influence de ces méthodes, c'est de vous donner le nombre de résultats générés sur Google Scholar. Par exemple, pour Édith Lecourt, c'est un tout petit peu plus de 1000 références. Alors, c'est une technique subjective, je le reconnais, mais ça me semble donner une bonne idée du sérieux et de l'ampleur de chaque méthode. Donc, on va commencer par la méthode Benenson, légèrement supérieure à 1000 références. Rolando Benenson, psychiatre et psychanalyste, musicien et compositeur. Alors, c'est l'un des plus grands pionniers mondiaux de la musicothérapie, et il est le fondateur de la première faculté de musicothérapie à Buenos Aires il y a plus de 50 ans. Il a aussi théorisé le principe de l'ISO. Alors, le principe de l'ISO, ou identité sonore, le glossaire du modèle Benenson le définit comme l'accumulation d'énergie formée de sons, de mouvements et de silences qui caractérise chaque être humain et le différencie de l'autre, ainsi que le processus dynamique de ses décharges respectives. Bon, c'est dommage, ça commençait bien. Alors, la méthode Nordoff et Robbins, plus de 4000 résultats. Dans l'ouvrage de référence Music Therapy Handbook, publié en 2014, il est précisé que Paul Nordoff et Clive Robbins, les auteurs à l'origine de cette méthode, ont été très influencés par les écrits de Rudolf Steiner et l'approche théosophique, une doctrine philosophique à base de vérité universelle et de tradition primordiale, savant mélange d'une lecture occidentale du bouddhisme et de loge maçonnique. Bref, c'est pas vers cette méthode que je me tournerai personnellement. Par contre, ils ont une fondation caritative très active en Angleterre, il n'y a donc pas tout à jeter non plus. On poursuit avec la méthode Bang, Klaus de son prénom, musicothérapeute et orthophoniste danois. Cette méthode est très orientée vers des objectifs de communication avec les enfants présentant un déficit sensoriel, comme la surdité ou la cécité. 1500 références quand même, donc pas inintéressant. La méthode Boni de musique et d'imagerie guidée. Alors, cette méthode est plus orientée sur la visualisation d'images évoquées par la musique, un peu dans le style sophrologie ou mindfulness, mais sur base musicale. Alors, pour la petite anecdote, si vous trouvez que la couverture du livre pique les yeux, sachez qu'il s'agit là de la seconde édition et que la première ressemblait à ça. Voilà. Donc, c'est particulier. Blague à part, quelques publications semblent sérieuses, notamment en ce qui a trait au traitement des stress post-traumatiques. Près de 9000 références tout de même. Le portrait musical de Galinska, seulement 20 références. Bon, après, j'ai peut-être pas bien cherché, et pour cause, Galinska définit elle-même son modèle comme une méthode d'harmonisation de la structure du moi chez des patients névrotiques. Alors, j'en dirai pas plus, sinon je vais pas me faire de copains. La méthode
Jacques Jost qui fait office de pionnier en France. À la base, ingénieur spécialisé dans le son et les effets sonores, il émet l'hypothèse qu'on peut soigner avec la musique. Il collabore alors avec le laboratoire d'encéphalographie de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à la faculté de médecine de Paris. Il a publié quelques livres qui semblent intéressants dans le sens où il s'est questionné sur l'évaluation en musicothérapie. Il a créé, conjointement avec Édith Lecourt, le Centre français de musicothérapie dans les années 70, le premier centre de formation à cette discipline en France. Ils ont également organisé le premier congrès international de musicothérapie en 1974 à la Salpêtrière, tant qu'à faire. On va finir sur la méthode Tomatis. Alors, Alfred Tomatis, c'est un cas un peu particulier. Certaines de ses théories sur le fonctionnement physiologique de l'oreille ont été confirmées scientifiquement par la suite et sont actuellement utilisées par le monde médical. Sa méthode postule que modifier les facultés auditives d'un sujet amène la transformation du comportement et du langage, ce qui jusque-là semble parfaitement logique. Par contre, il a formulé un certain nombre de lois dans les domaines de l'audiologie et de la phonologie, mais à ma connaissance, aucune n'a fait l'objet de publications répondant aux critères scientifiques. 16 500 références, mais dont beaucoup traitent du très connu effet Mozart, qui a été largement débunké depuis un bon moment maintenant. Alors, dans un registre plus léger, on pourrait mentionner d'autres méthodes qui débarquent chaque jour avec leur lot de gourous et d'adeptes. Nous en avons vu un exemple au début de la visioconférence avec la courte vidéo vantant les mérites de la sonothérapie vibratoire par impulsion quantique. Bon, je ne vous cache pas qu'il ne faut pas que je croise ces gens-là dans la rue. Si je peux me permettre, méfiez-vous dès que vous croisez les termes bien-être spirituel, épanouissement philosophique, soins énergétiques ou encore méditation quantique. Typiquement, on tombe sur des trucs comme ça. Alors, vous faites comme vous le sentez, mais si vous voulez mon avis, il faut fuir ces pratiques comme la peste. En Belgique, la méthode Tomatis, on en parle énormément. C'est vrai que c'est quelque chose qui se développe vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu parlais de l'effet Mozart, mais nous, on y est toujours. Ah. Dis-moi, parle-nous un peu de ça. Oui, bien sûr, d'où l'intérêt de lire un petit peu la littérature scientifique, parce que c'est vrai que cet effet Mozart, bon, il est sorti, c'était super intéressant, et au final, on s'est rendu compte que il y avait énormément de biais là-dedans, et que donc cet effet n'existait pas vraiment. Donc il y a vraiment plus un effet placebo qu'un effet Mozart à proprement parler. Tu veux dire que Don't Stop Me Now de Queen ne rend pas vraiment heureux, mais enfin. C'est un mauvais exemple. C'est un monde qui s'effondre. Donc voilà, du coup, oui, effectivement, des critiques, j'imagine qu'il en existe, voilà, parce que tu sais, moi qui suis posturologue, ça sonne aussi bizarre. Musicothérapie, ça peut sonner aussi un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait soi-même comme critique à propos de la musicothérapie? Alors, je vais en parler petit à petit dans cette visioconférence parce que aujourd'hui, ça se redéfinit, comme je l'ai dit, et surtout, il y a un certain nombre d'éléments, de méthodologies à notre disposition pour éviter cet écueil de quelque chose d'un peu ésotérique, et s'éloigner vraiment de cette partie-là, de ce qu'a pu être certains professionnels, entre guillemets, pour aller vers quelque chose qui relève davantage de la profession de santé. Parce que c'est effectivement ce qui est en train de se passer, que ce soit pour la musicothérapie ou pour d'autres pratiques. Bien sûr. Donc, et pour s'éloigner un petit peu de ces, ces pratiques-là, qui sont peut-être en termes de méthodologie moins conséquentes, je pense que les éléments que je remets en cause sur les approches précédentes que j'ai mentionnées, ce sont les suivants. Une faible évidence scientifique, une absence de consensus, un modèle empirique, c'est-à-dire qui s'appuie davantage sur l'observation et l'expérimentation que sur une pratique fondée sur les preuves, ainsi que la durée et le contenu des formations pour le moins hétérogènes. Enfin, les publications sont encore trop souvent constituées d'essais sur des cas cliniques que sur de véritables modèles structurés et passés à la moulinette des études randomisées. On ne constate que malheureusement, très rarement l'utilisation d'échelles d'évaluation validées, donc pas de ligne de base déterminée,
donc impossibilité de standardiser les protocoles et donc de fiabiliser les résultats. Mais bon, je crois que ce n'était pas particulièrement la volonté des personnes que j'ai mentionnées jusqu'ici. Encore aujourd'hui, certains de mes confrères et consoeurs, que d'aucuns qualifieraient de rétrogrades, grimaceraient en entendant ces propos. Alors, comme on l'a vu, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, des modèles ont coexisté avec tous, semble-t-il, la même faiblesse méthodologique. Alors, comment sortir de ce paradigme délétère et poursuivre la transformation de la musicothérapie en une discipline fiable, afin de révéler son potentiel et l'ériger en incontournable du paramédical, de la médecine non pas alternative, mais complémentaire. Donc maintenant que nous avons parlé de ce que n'est pas la musicothérapie et de ce que n'est plus la musicothérapie, on va pouvoir parler de ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, la forme de musicothérapie la plus pratiquée dans la francophonie, c'est pas Tomatis, c'est la musicothérapie clinique. Elle s'adresse à toute population, nourrissons, jeunes enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Ces secteurs d'intervention sont multiples, sanitaires, social, médico-social, privé, public, en libéral, à domicile, etc. Elles se déclinent en deux versants, actifs et réceptifs. Alors je vais d'abord vous les détailler, puis nous en aborderons par la suite un troisième, la neuromusicothérapie ou musicothérapie neurologique. Alors pour ce qui est de la musicothérapie active, elle se base sur une production du sonore. C'est par le biais d'instruments ou de la voix que patients et musicothérapeutes sont acteurs de la séance. Le patient est invité à réaliser des improvisations chantées ou en utilisant différents instruments de musique. Grâce au sonore et au musical, il a la possibilité de s'exprimer et de communiquer. Le thérapeute soutient l'expression musicale, il la reformule et la relance tout en maintenant un recul bienveillant. La musicothérapie active mobilise l'écoute, favorise les échanges, les interactions et stimule la communication. Elle favorise l'implication et la mobilisation des personnes. Elle les incite à suivre un rythme temporellement structuré, rassurant et sécurisant. Par l'utilisation de la mélodie, source de puissantes inspirations émotionnelles, la musicothérapie active permet aux patients de développer les possibilités d'expression, d'imagination et de créativité. Elle est un outil supplémentaire pour aider à la gestion d'un défaut de flexibilité et peut raviver la satisfaction de créer et d'agir. Enfin, elle permet également l'expression des affects, de même qu'une levée de l'inhibition. On va passer maintenant à la musicothérapie réceptive, qui consiste à faire écouter des extraits musicaux choisis afin de susciter des réactions. Le choix et la durée de chaque extrait sont basés sur l'histoire du patient, ses goûts et les objectifs thérapeutiques. L'écoute active de la personne accompagnée facilite l'expression verbale, l'émergence de souvenirs, d'images ou de sensations. Elle peut lui permettre de verbaliser son ressenti, d'exprimer ses émotions. En valorisant l'expression, la musicothérapie réceptive privilégie la stimulation émotionnelle, la communication et la confiance. De nombreuses études ont également constaté les bienfaits de ce type d'intervention sur le stress et l'anxiété, ainsi que sur le ressenti douloureux. La musicothérapie réceptive s'appuie sur l'organisation de différents moments d'écoute musicale selon un protocole défini, et s'il est besoin de le rappeler, implique la présence d'un musicothérapeute. Alors pour prendre un élément de comparaison, le nombre de résultats sur Google Scholar pour les termes Active Music Therapy s'élève à 613 000, Receptive Music Therapy 48 200, Clinical Music Therapy 670 000 et Neurologic Music Therapy 66 500. Rien que sur une technique de neuromusicothérapie, la RAS, qu'on abordera tout à l'heure, il y a près de 100 000 résultats. Alors j'ai bien conscience que la barrière de la langue biaise potentiellement les données, mais vous serez certainement d'accord avec moi quand je dis que dans n'importe quelle discipline, si on veut toucher du doigt une légitimité dans la méthodologie clinique, il faut que les études s'écrivent dans une langue comprise internationalement. C'est une nécessité pour permettre d'établir des concepts communs, une plus grande diffusion des idées et une meilleure revue par les pairs. C'est notamment ce qui fait qu'une discipline se construit sur des bases solides. Justement, Maëlle, tu vois, il y a Marie-Anne là, qui fait un commentaire que, il y avait peut-être une hostilité. Donc, je te laisse lire son commentaire.
voilà, que les reproches en fait qu'on recevait avant, s'ils étaient valables finalement pour toute forme de travail autour de la musique ou des approches liées au travail des ondes. Je pense que ce que tu as voulu dire, c'est que finalement, dans toute forme de thérapie, si c'est ce qu'on veut dire, on veut utiliser un outil comme moyen thérapeutique, c'est important de savoir ce qu'on fait, par respect pour les patients, par respect pour nous aussi, parce qu'on dégage quand même du temps, une énergie, et donc c'est important de vérifier scientifiquement l'efficacité de ce qu'on fait, à quel moment, qu'est-ce qui est efficace. Ça demande du temps. Énormément de temps. Enfin, pour être, je suis chercheuse moi-même. Franchement, ça me demande parfois plusieurs années pour répondre à une minuscule question. Donc, c'est vrai que quand on fait de la recherche, effectivement, parfois, il faut avoir des idées, parfois un peu novatrices, un peu folles, en se disant, on verra bien. Puis, à un moment, il faut bien se lancer, il faut essayer des choses. Mais il faut quand même toujours derrière vérifier que ce n'était pas juste une idée folle, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maëlle, mais c'est ça que tu voulais dire peut-être, ou autre chose? Non, c'est complètement ça, ne serait-ce que par respect pour le patient. Qui veut aller voir un professionnel qui n'a aucune garantie que sa pratique fonctionne? Il me semble que c'est quand même problématique. D'autant plus qu'aujourd'hui, le corpus d'études sur la musicothérapie est suffisamment large et diversifié pour permettre de compiler des méta-analyses sérieuses et donc d'obtenir des réponses fiables. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, cette méta-analyse visait à évaluer la pertinence d'une intervention musicale périopératoire sur le ressenti douloureux et l'anxiété par rapport à des conditions de contrôle chez des patients adultes. Voilà, à quoi on a affaire? Donc, la date de parution, 2018, relativement récent, donc, le journal, The British Journal of Surgery, qui présente le facteur d'impact le plus élevé de tous les journaux de chirurgie générale en Europe. C'est du sérieux, quoi. Les auteurs, alors, désolé pour l'accent, Kuhlmann, De Ruijs, Creus, Van Dijk, Huning et Jekyll, donc respectivement des départements de chirurgie pédiatrique, neurosciences, médecine interne, épidémiologie et radiologie, provenant principalement de Rotterdam et de Boston. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il s'agit d'un travail pluridisciplinaire, que c'est une collaboration internationale, dont sont bien souvent absents les Français d'ailleurs, pardon pour l'aparté, que quand on se renseigne, on constate que tous ont déjà publié dans d'autres revues prestigieuses, et enfin que cette méta-analyse a été citée plus de 60 fois en 2 ans. Alors, ce qui est bien, mais pas énorme en soi. Alors évidemment, ces éléments ne suffisent pas à rendre vrais les résultats de cette publication. Mais c'est un bon début, on ne va pas se le cacher. Alors, qu'en est-il de la méthodologie? 11 bases de données ont été consultées pour obtenir le texte intégral des études randomisées analysant l'effet des interventions sur l'anxiété et la douleur lors de chirurgie publiées entre 1980 et 2016. Ça ratisse large. De fait, 92 études randomisées, soit 7385 patients, ont été inclus dans la revue systématique. Les résultats et les données ont fait l'objet d'un double filtrage et ont été extraits indépendamment. La méta-analyse des effets aléatoires a été utilisée pour calculer la taille des effets sous forme de différence moyenne standardisée, la fameuse mean difference que tu dois certainement connaître. L'hétérogénéité a été étudiée dans des analyses de sous-groupes et des analyses de méta-régression. Bref, ils se sont chauffés sur les statistiques. Et donc, le résultat, les interventions musicales ont entraîné une diminution significative de l'anxiété et de la douleur par rapport au groupe témoin, ce qui équivaut à une diminution de 21 points pour l'anxiété et de 10 points pour la douleur, sur une échelle visuelle analogique de 100. Et donc à la question, les interventions musicales réduisent-elles de manière significative l'anxiété et la douleur chez les patients adultes ayant subi une intervention chirurgicale? Eh bien, la réponse est oui. Avec ce type de publication, on peut estimer rationnellement ce qui fonctionne, comment, avec qui et en combien de temps. Et c'est comme ça qu'on construit une profession de santé. Pas au pifomètre, ni à l'intuition face à un cas clinique. Ce que certains, dans le contexte sanitaire actuel, feraient bien de garder en tête. Ben voilà, mais oui, mais voilà, je suis vraiment dans ta logique. Voilà, pour rebondir encore sur cette question-là de Marianne, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez aventureux, j'aime bien l'innovation et donc voilà, tout m'intéresse.
mais en même temps, ben voilà, il faut rester un moment rationnel. Et donc, du coup, ben, c'est ça, je pense, l'intérêt majeur de cette pratique fondée sur des preuves. C'est est-ce que je suis légitime dans ce que je propose? Est-ce que pour les patients, est-ce que j'ai des garanties? À quel niveau? C'est-à-dire, voilà, est-ce que je peux proposer un intérêt relatif ou voilà, quelque chose d'assez intéressant? Est-ce que ça suffira seul ou ben non? Enfin voilà, c'est chouette, ça permet de faire des prédictions, ça permet de parler de pronostics aussi, donc ça c'est indispensable je pense, mais je le rappelle, hein, ça demande un temps incroyable, surtout que ce temps-là n'est pas rémunéré, n'est-ce pas Maëlle? Être chercheur, c'est être un peu fou, je pense. C'est parce qu'on donne beaucoup de ce temps justement pour faire valoir de l'innovation. Et puis ce temps, ben, on ne le récupère pas, puisque donc une fois que notre article est publié, eh bien, il appartient à l'éditeur et plus à nous. Il appartient à la science, il appartient au domaine. Et donc, donc à nos collègues, et on l'espère, qui vont s'en resservir. Donc voilà, c'est tout un job, mais c'est de dire si on est passionné, si on le fait, je pense. C'est un autre problème, hein. C'est clair que le monde de la publication présente un certain nombre de dysfonctionnements qui serait grand temps de questionner. Tout à fait. Mais par contre, eh bien, si on veut diminuer l'emphase donnée à l'intuition, à l'expérience clinique non systématique et au compte-rendu d'observation comme base suffisante à la prise de décision clinique, ben, il faut en passer par là, par l'examen des données issues de la recherche scientifique. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Et la pratique fondée sur les preuves, ça implique de prendre des décisions sur la façon de promouvoir la santé ou de prodiguer des soins en intégrant donc les meilleures données disponibles à l'expertise des praticiens, c'est-à-dire les données de la recherche, les caractéristiques, états, besoins, valeurs et préférences des principaux concernés, c'est-à-dire les patients. Et ces éléments doivent bien entendu être reliés à l'expérience et à la compétence du clinicien. Et ce n'est qu'en se basant sur ces trois paramètres que l'on peut prendre la meilleure décision possible pour établir une prise en charge efficace et spécifique. Et on constate de façon flagrante que cette démarche de recherche de la meilleure pratique se propage aux professions paramédicales, dont la musicothérapie. Donc voilà cette nouvelle question. Qu'est-ce que ça implique du coup sur la pratique de la musicothérapie? Eh bien, ça a un impact direct sur la qualité des prises en soins, et puis ça influence énormément la démarche thérapeutique. Par exemple, il y a trait à l'évaluation, le suivi de l'évolution des patients et l'approche de la prise en charge du soin au champ large. Vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qui expliquait en quoi l'utilisation de tests standardisés est la condition nécessaire pour définir les lignes de base, c'est-à-dire où en est le patient avant le début de l'accompagnement thérapeutique. Sans ça, c'est impossible de valider l'efficacité de ces actions cliniques. Ensuite, le choix d'une approche doit pouvoir se justifier et répondre aux objectifs fixés pour le patient selon le degré de sévérité de l'atteinte et l'importance des troubles associés. L'entretien initial ne doit donc pas se limiter à une évaluation de l'environnement sonore du patient et du recueil de sa biographie. Au cours des 2 dernières décennies, l'intérêt porté à la conception de nouvelles pratiques cliniques et à l'évaluation de l'efficacité de celles-ci dans le paramédical a ainsi radicalement changé. À travers l'utilisation croissante d'approches fondées sur les preuves, en lieu et place des procédures intuitives fondées sur des hypothèses théoriques non prouvées, on est passé de la conviction à la profession. Et ces changements sont fondamentaux, car ils contribuent à redonner du sens aux soins. Et la musicothérapie s'inscrit pleinement dans cette évolution. Donc du coup, les conséquences, tu en as déjà un petit peu parlé, Maëlle. Que du coup, musicothérapeute devient un vrai métier qui est reconnu. Qui est reconnu. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, après, comme je l'ai dit, l'amélioration des techniques de neuroimagerie a permis d'étudier les mécanismes de neuroplasticité liés à l'apprentissage de la musique. Et les résultats sont fascinants. L'écoute et la pratique musicale agissent non seulement sur l'ensemble de nos fonctions cognitives, mais la structure du cerveau s'en trouve modifiée de façon durable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les musiciens constituent désormais l'une des populations privilégiées en neurobiologie pour étudier la plasticité cérébrale.
L'exposition au sonore produit ce que les scientifiques appellent une symphonie neuronale. Alors, c'est-à-dire la mobilisation d'un grand nombre de circuits cérébraux connus pour leur rôle dans d'autres domaines. Alors, accrochez-vous, le jeu et ou l'écoute musicale mobilisent le lobe frontal, impliqué notamment dans le raisonnement, la prise de décision et la planification. Le lobe temporal, responsable entre autres du traitement de l'information sonore. L'aire de Broca, responsable centre de la production orale. L'aire de Wernicke, qui permet la compréhension du langage oral et écrit. Le lobe occipital, qui traite l'essentiel de l'information visuelle. Le cervelet, responsable de la coordination des mouvements et centre de stockage de la mémoire procédurale. Les noyaux accumbens, qui jouent un rôle central dans le circuit de la récompense. L'amygdale, du complexe amygdalien, pas les pharyngées qu'on a dans la gorge, très impliqué dans la reconnaissance et l'expression des émotions. L'hippocampe, pas l'animal bien sûr, qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et la reconnaissance spatiale. L'hypothalamus, responsable de plusieurs processus métaboliques comme la régulation de l'appétit, du sommeil ou de l'humeur, ainsi que d'autres activités du système nerveux autonome, température corporelle, sécrétion d'hormones, etc. Le corps calleux, pas celui sous les pieds bien sûr, passerelle entre les deux hémisphères cérébraux et impliqué dans la coordination des mouvements et des pensées complexes nécessitant de la logique. Et enfin le putamen, sur lequel je ne vous ferai pas l'affront de faire un jeu de mots, qui régule les mouvements du corps et joue un rôle dans la perception du rythme. La musique mobilise toutes ces zones. Alors ça s'explique car elle engage naturellement les régions chargées de traiter le signal auditif, bien entendu, mais aussi les aires motrices, impliquées dans le mouvement au sens large, et les circuits liés à la récompense, impliqués dans les souvenirs et les émotions. Les régions visuelles, quant à elles, associent spontanément des images et des formes, voire des textures et des couleurs à la musique écoutée. Et donc, quand tout ça est allumé, que ce soit chez les musiciens ou chez les non-musiciens, eh bien on comprend mieux le concept de symphonie neuronale. Alors j'admets, je prêche probablement pour ma propre paroisse, mais la pratique musicale est peut-être l'activité qui engendre la stimulation la plus complète de notre cerveau. Un entraînement instrumental régulier durant plusieurs années mobilise des compétences qui se traduisent par des modifications profondes de l'anatomie cérébrale, notamment de l'épaisseur corticale, la matière grise, et des zones de connectivité, la matière blanche. Et ça se traduit de manière concrète. Par exemple, chez les enfants de 5 à 6 ans, les leçons de musique génèrent des effets mesurables sur le raisonnement verbal et la mémoire à court terme. De plus, même un entraînement de courte durée suffit à modeler le cerveau. Chez les septuagénaires, 4 mois d'apprentissage du piano améliorent l'humeur et l'attention, ainsi que les tâches exécutives comme la planification. Et donc c'est bien parce que tu commences de plus en plus à me parler de quelque chose qui me passionne en tant que neuropsychologue. Voilà, la neurologie, donc on a vraiment un effet sur tout ce qui est cognitif. Mais ça, j'avais bien deviné, tu sais, en tant que musicienne, je savais que mon choix était bon, évidemment. Donc dis-moi en plus. Il existe des preuves considérables que la musique fait appel à des réseaux neuronaux largement distribués, partagés avec les fonctions cognitives, motrices et langagières, mais qui ne sont pas spécifiquement dédiés au traitement de l'information musicale. Il n'existe pas, à proprement parler, d'aire musicale. Et ça, c'est un élément important pour comprendre la musique en tant que langage médiateur dans le processus thérapeutique. En effet, le traitement de la musique dans le cerveau ne se cantonne pas à la musique seule. Son impact se propage à des fonctions dites non musicales. Ainsi, le traitement de l'information musicale peut impliquer, former et rééduquer des fonctions cérébrales et comportementales non musicales. Et c'est là que ça devient intéressant pour la musicothérapie. Ce phénomène se cristallise d'ailleurs très bien avec une nouvelle forme de musicothérapie en particulier, c'est celle qu'on appelle la neuromusicothérapie ou NMT. Cette pratique est justement née des découvertes en recherche fondamentale appliquées en contexte clinique. Elle s'appuie sur les bases neurologiques, physiologiques et psychologiques de la perception et de l'organisation cérébrale du traitement de la musique. En clair, elle se base sur la façon dont la perception et la production musicale impliquent le cerveau. Elle définit la capacité de la musique à servir de puissant stimulus sensoriel
capable d'impliquer l'encéphale dans la réhabilitation fonctionnelle. Ce phénomène peut par la suite être appliqué dans un contexte non musical. Et c'est d'ailleurs le but, hein, le transfert des habiletés acquises en séance dans la vie quotidienne du patient. Alors le champ d'application de la NMT est principalement celui des personnes atteintes de troubles neurologiques. C'est un modèle fondé sur la recherche fondamentale et les interventions cliniques standardisées qui en découlent, appliquées dans 3 domaines majeurs. La rééducation du système sensorimoteur, la rééducation du langage et de la parole, et enfin la remédiation cognitive. Ben voilà, comment fait-on entre la recherche et la neuromusicothérapie? Excellente question. Neuromusculature qui n'existe pas non plus. Donc, comme je l'ai dit, la NMT construit ses techniques sur les découvertes en recherche fondamentale. Et pour en déduire des protocoles cliniques, on va utiliser une méthodologie de modélisation, le modèle rationnel de médiation scientifique. Alors, ce modèle ne préfigure pas le contenu spécifique des mécanismes de la musique qui produisent des effets thérapeutiques. Il indique davantage où les chercher dans une structure rationnelle et systématique. C'est un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure quand tu parlais de la recherche. Pour cela, il relie les corpus de connaissances appropriés en soulignant quelles informations sont nécessaires pour soutenir logiquement les prochaines étapes de l'investigation et construire ainsi une théorie cohérente. Bon, alors dit comme ça, c'est pas forcément très clair, donc je vais tenter de vous détailler les étapes de ce type de modélisation. Vous verrez, ça n'a rien de sorcier. Premièrement, on va aller puiser dans la littérature traitant des effets de la musique sur le cerveau. Ensuite, on recherche des imbrications des processus cérébraux dans les activités musicales et non musicales. Par exemple, le chant, activité musicale, partage des airs avec le langage parlé, activité non musicale. Ensuite, on formule une hypothèse sur la possibilité que cette imbrication puisse influencer des fonctions parallèles non musicales. Quatrièmement, on lance une recherche avec la méthodologie la plus rigoureuse possible sur les effets d'une pratique donnée sur un comportement visé. Et finalement, lorsqu'il y a suffisamment de preuves du fonctionnement du protocole, il est déployé en pratique clinique. Alors, ce déroulé est très schématisé et ce type de méthodologie n'est pas réservé qu'à la neuromusicothérapie. Si vous êtes intéressé par la façon dont on passe de la recherche fondamentale à la recherche appliquée pour arriver aux études cliniques et enfin au protocole clinique, c'est un sujet passionnant, mais que je ne développerai pas davantage ici. Donc en conclusion de cette partie, en suivant les principes de la pratique fondée sur les preuves, de la réadaptation guidée par les neurosciences et d'une thérapie découlant des données scientifiques, la neuromusicothérapie se déploie rapidement dans les domaines de la thérapie et de la réadaptation. C'est de cette façon que la NMT s'intègre dans le contexte interdisciplinaire des champs de la réadaptation et de l'apprentissage. Donc voilà, donc je suppose qu'à partir de ça, donc ces recherches, on a maintenant plus d'idées sur ce qu'on fait. Et donc on a développé des techniques, une technique, plusieurs, je suppose. Explique-nous. Alors, il existe de nombreuses techniques au sein même de la NMT dont l'usage dépend des objectifs fixés et des pathologies concernées. Actuellement, la NMT est constituée de 20 techniques. Chaque technique s'adresse à un domaine d'objectifs particulier. Les fonctions cognitives, la parole et le langage, et les fonctions motrices. Leurs protocoles sont définis et les types de pathologies auxquelles elles s'adressent également. Elles se fondent toutes sur les effets de la perception et de la production musicale sur les fonctions cérébrales et comportementales qui sont, elles, non musicales. C'est très important de comprendre ça, car ça implique qu'on utilise une médiation musicale pour atteindre des objectifs non musicaux. Et c'est l'une des différences majeures entre un musicothérapeute et un professeur de musique ou un animateur musical. Bon, le premier domaine que je vais aborder est celui de la rééducation des fonctions sensorimotrices. La recherche scientifique a mis en évidence certains liens entre les mouvements du corps et le rythme. Le rythme peut être utilisé comme indicateur temporel externe, autrement dit un référentiel, permettant d'organiser, de coordonner et d'améliorer différents paramètres du mouvement. 3 techniques découlent de la recherche sur les effets de la musique sur les fonctions motrices.
la stimulation auditive rythmique, le renforcement sensoriel modélisé et la performance thérapeutique de musique instrumentale. Alors, je vais vous présenter ici une seule de ces 3 techniques, mais sachez qu'elles sont toutes abordées dans le manuel clinique de rééducation par la musique. Ah oui, et sachez également que je ferai une présentation plus poussée, cette fois-ci en présentiel à Charleroi en mars 2021, si le monde ne s'est pas écroulé d'ici là. Rien n'est positif. Bah oui, Maëlle, tu dévoiles la surprise. Bah oui, oh mince, il fallait pas. Évidemment qu'on vous prépare quelque chose. Évidemment que la Belgique a besoin d'en apprendre, en plus en pratique. Voilà, je sens déjà qu'on va être assez frustrés après cette présentation. Ah, bah voilà, du coup, donne-nous encore plus envie. Parle-nous de cette technique. Alors, donc la stimulation auditive rythmique, la RAS, est une technique utilisée pour faciliter la rééducation, le développement et le maintien de mouvements qui sont par essence rythmiques. Et par rythmique, j'entends un mouvement ou une suite de mouvements répétitifs et réguliers. Dans ce contexte, il s'agit principalement de la marche, mais le balancement des bras lors de la marche présente également une rythmicité. La RAS utilise les effets du rythme perçus sur le système moteur. Cela permet d'améliorer le contrôle des mouvements dans la réadaptation des modèles de marche chez les patients présentant une démarche déficitaire provoquée par un trouble d'origine neurologique. Alors, je vais vous diffuser une courte vidéo présentant les effets de la RAS au cours d'une seule séance. Alors, Georges a subi un AVC, ce qui a entraîné d'importantes difficultés pour marcher. Il a été vu 3 semaines en kinésithérapie pour en arriver à ce niveau de... Yeah, almost here, you know, without a cane. Nous avons débuté la stimulation auditive rythmique et avons constaté immédiatement que Georges est capable de marcher en rythme et que sa marche s'est améliorée. Et donc à la fin d'une seule séance de RAS, nous avons pu enlever la musique et constater la différence avec le début de la séance. Donc voici la différence avant-après. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas trop bugué parce que c'était censé montrer que la fluidité de la marche était beaucoup mieux. Ça a un peu bugué chez moi, mais voilà, je pense que tu as très bien cité ta source et on peut peut-être aller revoir cette vidéo. Après, on a eu les données chiffrées, donc ça, c'était chouette. Tout à fait. Donc cette technique peut s'utiliser avec des personnes présentant des pathologies impactant les paramètres de la marche, régularité, longueur du pas et de la foulée, intensité, etc. Notamment, mais sans s'y limiter, dans la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, la sclérose en plaques ou encore la paralysie cérébrale. Alors comment ça marche? Pour vous donner une illustration concrète du principe sur lequel la RAS se base, visualisez-vous en train de marcher dans un couloir. Dans ce couloir marche une autre personne. Cette personne porte des chaussures à talons. Alors, le son que produisent les talons est net. Il résonne dans le couloir. Il est régulier. Alors maintenant, dites-moi que vous n'avez pas inconsciemment synchronisé vos pas sur ce tempo marqué par les talons. Et cela n'a rien à voir avec la silhouette de la personne en question, hein. Et c'est d'ailleurs sensiblement le même principe lorsqu'on danse en rythme sur une musique. Ce mécanisme, appelé l'amorçage, est donc la capacité d'un signal auditif externe à stimuler le recrutement des neurones moteurs au sein de la moelle épinière, entraînant l'activation musculaire des jambes pendant la marche.
Partant de là, le neuromusicothérapeute va trouver la cadence adéquate, celle que l'on appelle prémorbide, afin que le patient puisse moduler graduellement le rythme de ses pas. Et par trouver, en fait, il s'agit de tout un protocole d'évaluation préalable, avec le calcul du nombre de pas sur 10 mètres, la longueur des pas, la problématique de marche, etc. Peu à peu, au fur et à mesure du déroulé de l'accompagnement, le musicothérapeute va opérer un estompage, c'est-à-dire qu'il va peu à peu diminuer la présence du signal sonore. L'objectif est que le patient intériorise le tempo et s'en serve dans son quotidien. Ce processus est accompli à travers 6 étapes qui constituent le protocole standardisé d'entraînement à la marche de la RAS. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire avec la NMT au niveau moteur. Au niveau de la rééducation de la parole et du langage, oui, c'est ça, il y a des pistes de travail tout aussi intéressantes. Alors, je ne sais pas si l'aphasie, ça vous parle, sans mauvais jeu de mots, hein, mais il a été très constaté que des patients ayant perdu l'usage de la parole avaient conservé la capacité de chanter. Les chercheurs se sont donc demandé s'il était possible d'exploiter ce phénomène pour amener les patients à retrouver une communication verbale fonctionnelle. C'est comme ça qu'est née la thérapie par l'intonation mélodique, une méthode de traitement développée pour les rééducations de l'aphasie de Broca, c'est-à-dire l'aphasie expressive. Elle utilise les facultés intactes du patient à chanter afin de faciliter la parole spontanée et volontaire à travers des mélodies calquées sur le modèle d'intonation naturelle, la prosodie. Le but, en clair, c'est que le patient retrouve la capacité à s'exprimer verbalement. Donc le patient que vous allez voir a lui aussi été victime d'un AVC, ce qui lui a altéré la parole. Nous avons commencé par lui apprendre une phrase d'un seul mot en y incorporant la mélodie et le rythme. Hello, 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 hello. On marque la pulsation avec sa main gauche pour engager l'hémisphère droit de son cerveau, hémisphère où la mélodie et le rythme sont principalement traités. I and you. Il répète ensuite la phrase de manière indépendante. I am this. Maintenant, nous enlevons tous les indices et lui posons la question à laquelle il doit répondre. What's your name? I am used. Bon, en tout cas, cette technique, notamment, n'est pas propre à la NMT, hein. Les logopèdes l'utilisent depuis les années 70. Cependant, sa présence est tout à fait justifiée dans le catalogue des techniques de NMT, car il s'agit d'une technique de rééducation d'un trouble d'origine neurologique utilisant le sonore comme médiation. Il y a même eu une adaptation francophone de la technique par Vannicaut et Alichon, qui ont adapté la méthode originale américaine aux caractéristiques du système prosodique de la langue française. Ils ont nommé cette technique la thérapie mélodique et rythmée, dont l'objectif premier est de faire ressurgir un langage propositionnel. Il s'agit pour cela d'activer l'expression orale des personnes aphasiques par l'action dynamique et conjointe du rythme et de la mélodie. Donc ça, c'était une technique utilisée en NMT pour la rééducation de la parole et du langage. Passons au dernier grand domaine d'intervention, les fonctions cognitives. Alors, ce sont les techniques s'adressant aux fonctions cognitives qui sont les plus nombreuses en NMT. Elles s'adressent autant aux fonctions exécutives qu'aux capacités attentionnelles et à la mémoire. Une des techniques les plus utilisées est l'entraînement musical au contrôle attentionnel. Celle-ci propose des exercices musicaux structurés, actifs ou réceptifs, constitués d'interprétation ou d'improvisation musicale. Dans ces exercices, les éléments musicaux appellent différentes réponses musicales, et le but est de travailler les fonctions attentionnelles. Un exemple tout simple, c'est dire au patient « quand tu entends la cloche dans la musique, tape sur ton tambour ». La personne doit donc se concentrer sur un son de cloche dans la musique écoutée et faire abstraction des éléments parasites, c'est-à-dire les autres instruments de musique qu'il est possible d'entendre. Alors,
Dans cette vidéo, l'objectif de la prise en soin est d'améliorer l'attention du patient. Celui-ci doit associer les sons produits sur le synthétiseur aux instruments disposés devant lui. Lorsqu'il entend l'un des sons convenus sur le synthé, il joue de l'instrument correspondant. This is the sound for the jingle bells on the left. This is the sound for the zucchini. Okay, and this is the sound for the bell shaker. Okay, so now I'm going to do it for real. You ready? I'm ready. Good job. Good job fixing it. Jingle bells. Good job, bell basket. Alors, quel est le mécanisme thérapeutique sous-jacent? Le principe est le suivant. Lorsqu'elle est reliée à des informations non musicales, la musique ajoute à celle-ci structure, organisation, émotion et attrait, augmentant ainsi la probabilité que l'attention soit focalisée, soutenue et ou alternée. D'ailleurs, c'est l'un des principes centraux de la musicothérapie clinique, autre preuve de l'imbrication de ces différentes méthodes. Il a été démontré que cette technique est efficace dans l'amélioration du fonctionnement de l'attention chez diverses populations. Parmi celles-ci se trouvent les patients présentant des troubles de l'apprentissage, des troubles du développement ou des troubles cognitifs d'origine neurologique. C'était donc 3 exemples de techniques utilisées en neuromusicothérapie, une par domaine. Il apparaît important de préciser que la NMT, puisqu'elle a été développée à partir d'une base de données de recherche en constante progression, poursuivra son évolution, façonnée par l'émergence de nouvelles connaissances et de nouvelles applications. C'est un domaine en pleine effervescence, au développement rapide et passionnant. Mais voilà, revient cette question. Donc du coup, je t'avais demandé tout à l'heure, voilà, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'il y a un titre de musicothérapeute qui existe finalement? Alors, bon, pour ce qui est de la francophonie, parce qu'on va commencer par la France, si vous le permettez bien, parce que tout simplement c'est la situation que je connais le mieux. Il n'y a à l'heure actuelle, malheureusement, pas de diplôme d'état de musicothérapeute. C'est la raison pour laquelle le contenu des formations peut varier fortement d'un centre de formation à l'autre. Pour sa part, la Fédération française de musicothérapie agrée les centres de formation selon le sérieux du contenu proposé. C'est un gage de qualité qui doit être privilégié pour tout aspirant musicothérapeute. La formation se déroule généralement en 3 ans, suivant différents modules, et le diplôme nécessaire à l'exercice du métier de musicothérapeute est délivré après le mémoire de fin d'études. Je me permets de rappeler que le musicothérapeute s'inscrit dans le soin et prend en charge des populations fragiles. Il apparaît donc primordial d'avoir face à soi un professionnel correctement formé, ne serait-ce que pour éviter de faire pire que mieux. Souvenez-vous des dérives des psychothérapeutes autoproclamés avant que le titre ne soit protégé. Alors, en Belgique, je vais passer là, voilà. En Belgique, le statut est sensiblement le même. Cependant, il semble que les formations soient pour la plupart situées en Flandre. J'ai trouvé un seul centre de formation en français, mais je ne lui ferai pas de publicité particulière étant donné que la formation est constituée de 6 niveaux, de 2 jours et demi chacun, ce qui me semble loin d'être suffisant. Au Canada, le musicothérapeute est un professionnel diplômé d'un programme de formation universitaire reconnu par l'Association canadienne de musicothérapie. Celle-ci désigne par le titre de musicothérapeute certifié les musicothérapeutes qui ont suivi avec succès le processus de certification.
En Suisse, le diplôme de musicothérapeute, reconnu par l'Association suisse de musicothérapie, est délivré en 4 ans. Là-bas, la musicothérapie peut figurer dans la liste des traitements remboursés d'une assurance complémentaire. Alors, je vais m'arrêter là pour les pays francophones. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas à l'heure actuelle suffisamment d'informations fiables sur ceux-ci. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que le musicothérapeute est un professionnel de santé ayant suivi une formation spécialisée et complète en musicothérapie, lui assurant un savoir théorique, pratique et clinique. Ce type de formation nécessite donc du temps et ne peut en aucun cas se dérouler en quelques semaines. Pour ce qui est de l'Europe, alors selon la Confédération européenne de musicothérapie, l'EMTC, les associations professionnelles ou fédérations de musicothérapeutes sont au nombre de 45, réparties dans 29 pays, soit les 27 de l'Europe, plus l'Angleterre et la Suisse. Et tout ça pour moins de 10 000 affiliés. Alors, la diversité des pratiques et des référentiels théoriques qui subsistent explique probablement en partie cette difficulté à se rassembler autour d'instances représentatives fortes. Il en est encore trop souvent de même pour les centres de formation dont seuls 5 sont à l'heure actuelle agréés en France. Toutes ces fédérations, ou presque, ont un rôle de négociation avec les autorités gouvernementales concernant la reconnaissance de la profession. Elles garantissent également le maintien de la qualité professionnelle et le respect du code de déontologie. En France, c'est la Fédération française de musicothérapie qui endosse ce rôle. D'ailleurs, je m'adresse ici aux musicothérapeutes de tous horizons. Affiliez-vous. C'est le moins que l'on puisse faire pour améliorer nos conditions de travail et l'état de reconnaissance de notre beau métier. Au-delà des nombreuses instances qui défendent les intérêts de la musicothérapie, j'aimerais consacrer cette dernière partie davantage aux figures de proue, généralement chercheurs enseignants. Bien qu'étant rarement eux-mêmes musicothérapeutes, ceux-ci vont œuvrer plus ou moins directement pour le développement de la discipline. En Belgique, vous avez par exemple des personnes comme le professeur Sylvie Nozaradan, qui travaille justement sur les impacts du rythme sur l'activité cérébrale. Elle enseigne aujourd'hui à l'Université catholique de Louvain et revient de 2 ans et demi en Australie, où elle a dirigé un groupe de recherche au Marks Institute de la Western Sydney University, justement sur cette thématique de cognition musicale et d'action. Elle est toujours en lien avec ce laboratoire, ainsi qu'avec l'Institute of Neurosciences de l'UC Louvain. J'admire beaucoup son travail. D'ailleurs, Anne-Charlotte, si tu as l'occasion de la mettre en avant, surtout ne te prive pas. Très bien. En France, on a toute l'équipe de l'Université de Caen, notamment avec Hervé Platel. Leur travail est fondamental pour le développement de la musicothérapie. Je vous conseille vivement l'excellent ouvrage coécrit avec Bernard Lechevalier et Francis Eustache, rien que ça, Le cerveau musicien, publié chez Debook Université en 2010. Au Québec, c'est l'équipe du Brahms qui fait un travail extraordinaire, avec Isabelle Pérez notamment. Isabelle Pérez qui a publié le livre « Apprendre la musique, nouvelle des neurosciences » chez Odile Jacob en 2018. Plus au sud, Michel Habib, neurologue au CHU de Marseille, s'est spécialisé dans les troubles de l'apprentissage. Il a publié l'ouvrage « Remédiation cognitivo-musicale des troubles de l'apprentissage » en 2014 chez Debook Solal. Encore Debook. Cet ouvrage décrit sa méthode Mélodis, davantage orientée vers une pédagogie adaptée. En Suisse, il y a la professeure Clara James, directrice du Gemilab de Genève, référence dans les domaines du développement et de la plasticité neuronale, des systèmes sensoriels et moteurs, de la perception, de l'attention et de la cognition, toujours en lien avec la musique. Clara James, qui a d'ailleurs rédigé la préface du manuel clinique de rééducation par la musique. Donc encore merci Clara. Et ça, ce ne sont que quelques personnes. Et sans s'approcher d'une quelconque exhaustivité, de nombreux autres groupes de recherche sur cette thématique existent également en Australie, au Canada, au Danemark, au Japon, en France, en Corée du Sud, en Allemagne, en Islande, aux Pays-Bas, en Argentine, en Norvège, à Singapour, en Suède, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, etc. C'est un phénomène mondial et tous œuvrent à comprendre comment le sonore impacte le fonctionnement cérébral. Alors j'ai bon espoir que l'essor incroyable de cette discipline se poursuive et que musicothérapeutes et chercheurs puissent coexister de manière interdépendante
pour que le cheminement de la recherche fondamentale à la prise en soin des patients se fasse de façon fluide et cohérente. Une telle démarche s'inscrit dans une volonté prolifère de décloisonnement des disciplines, propre aux nouvelles approches scientifiques. Ce point permet d'engager la formation de liens entre les acteurs de la prise en charge, favorisant le partage des savoir-faire. Cela encourage une organisation coordonnée permettant d'améliorer la prise en charge globale des patients. Cette collaboration nécessite la mise en commun d'objectifs thérapeutiques à visée fonctionnelle. Le musicothérapeute endosse alors la double casquette de thérapeute et de rééducateur. Il est rééducateur dans les objectifs fonctionnels qu'il propose d'aider à atteindre, mais demeure thérapeute dans son approche du soin par la médiation sonore. Ainsi, cette adaptation de la musicothérapie permet de s'inscrire dans une démarche scientifique fondée sur les preuves, tout en mettant l'emphase sur l'approche spécifique qu'elle entretient envers le patient. Cette transition est une étape très critique dans la compréhension de l'évolution de la musicothérapie. Plutôt que d'être considérée comme une discipline complémentaire, voire auxiliaire, la musicothérapie pratiquée dans un cadre rigoureux et adapté trouve sa place dans des domaines clés de la rééducation et de la prise en charge thérapeutique. Je suis intimement convaincu que maintenant, plus que jamais, la musicothérapie et donc le musicothérapeute trouve sa place dans une variété considérable de structures, permettant un apport décisif dans la vie de nombreuses personnes. Les études se multiplient, les formations se complexifient, les cliniciens se professionnalisent, les patients regagnent en autonomie. La musique, perçue par le plus archaïque de nos sens, l'ouïe, a un impact jusqu'ici insoupçonné sur le cerveau humain. Grâce à ces découvertes et à leurs applications, la musicothérapie a quitté en 20 ans le statut de pseudo-médecine alternative pour aller vers une profession de santé légitime aux multiples atouts. Partant de ce constat, on voit aujourd'hui la musicothérapie éclore en une véritable profession de santé, résolument tournée vers l'avenir. Et c'est comme ça que chaque jour, la musicothérapie se redéfinit. Voilà. Donc... Super, Maëlle, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, voilà, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment voilà, un métier à part entière. Je pense que maintenant, la science, l'imagerie nous permet voilà, de préciser les choses et d'avancer des preuves, voilà, qu'on sait ce qu'on fait en fait dans ce domaine. Et oui, je dis, alors, voilà, en tant que musicienne, j'avais déjà de toute façon cette intuition que la musique apporte énormément de choses à plein de niveaux. Donc effectivement, je me réjouis que tu viennes nous donner des formations sur ce sujet. Mais voilà, avant toute chose, il y a quelques questions qui t'attendent. En fait, voilà, il y a Marois qui demande voilà, quelle est la technique de la neuromusicothérapie qui peut être utilisée pour traiter des troubles bipolaires. Tu as une idée de ça? Tout ce qui est plutôt... Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que ça va vraiment dépendre, bien sûr, des objectifs qui vont être fixés. Il y aura pas de traitement du trouble bipolaire. Ça sera pas un traitement, ça remplacera pas un traitement médicamenteux. Mais par contre, ça peut contribuer à stabiliser voilà, les allers-retours thymiques qu'il peut y avoir. Enfin, en tout cas, voilà, une stabilisation peut être permise grâce à certaines techniques de NMT. Donc, après lesquelles, je pense que ça nécessite une petite revue de la littérature. Je sais qu'il en existe. Après, je pense que sur ces questions-là, ça peut être plus intéressant peut-être de le développer lors de la sensibilisation. Bien sûr, c'est pour ça que là, voilà, c'est un petit peu pour intéresser un maximum de personnes et commencer à voir ce que c'est. J'ai un problème de connexion. Oui, pour les slides. Ben voilà, il y a plusieurs personnes qui demandent si tu veux bien donner des slides. Bon, moi je trouve que tu serais franchement généreux de dire oui. Voilà, je ne sais pas ce que tu décides, mais moi en général quand j'offre en fait une conférence, parce que là on est généreux quand même tous les deux, Maëlle, hein, c'est pas mal. Absolument, absolument. Ce que je propose, c'est de les donner sur clé en mars à Charleroi. Voilà,
C'est-à-dire que, bon, ben voilà, le danger qu'il y a, c'est que, ben voilà, moi, avant, hein, je disais oui. Et puis, j'ai retrouvé quand même mon PowerPoint avec le nom de quelqu'un d'autre carrément. Hein, donc, voilà, un plagiat caractérisé, ben, c'est la parole de la personne contre la mienne. Et donc, voilà, je pense que la personne à qui j'ai donné ça n'avait pas pensé à mal, mais ça a voyagé. Et donc, moi, maintenant, je le fais plus. Je préfère, voilà, que les donner évidemment aux personnes qui viennent aux formations, parce que là, ben, je peux les voir, je peux les mettre en garde. C'est pas du tout la même chose. Et puis, une slide, ben, évidemment, une bonne slide, normalement, il y a peu de choses qui sont écrites dessus. Il y a beaucoup d'illustrations. Donc, effectivement, ben, il manque quand même les explications. Donc, voilà. Alors après toutes les slides avec le visuel de la Fédération française de musicothérapie, genre ceux-là, sont disponibles en libre accès sur leur site internet. Et c'est vraiment, à la limite, s'il y a un visuel que vous devez, enfin, que vous voulez vraiment récupérer, je pense que ça sera ce type de visuel-là. Parce que sinon, après, voilà, des visuels comme ça, bon, c'est le drapeau de la francophonie. Je sais pas si ça. Je pense que cette image, j'ai dû la choper sur Wikipédia. Donc, vous voyez. Sinon, après, sinon, ce visuel-là, je pense que je vais le mettre sur le site internet que je co-anime, qui s'appelle neuromusicothérapie.com et qui vise à promouvoir la musicothérapie fondée sur l'épreuve en France et dans la francophonie. Les vidéos, j'ai mis la source, c'est une chaîne YouTube. Voilà, vous aurez une chaîne YouTube qui est jouxtée, enfin qui est associée. Ça, je pense pas que ça soit nécessaire. Celle-là, c'est pareil. Tout ce qui est, ça c'est bon. Alors, je sais, peut-être que vous voyez pas très bien la source. Peut-être qu'elle. C'est bien clair, tu sais. Oui, oui. Même les références de sites internet pour les vidéos, c'était bien. Moi, je les vois bien. Tu vois. Tout est sourcé. Donc, voilà. Je pense qu'on va considérer qu'il y avait déjà une bonne générosité et que, ben voilà, on va peut-être pas prendre le risque parce que toute la présentation que tu as faite, c'est un travail immense. Enfin, moi, j'ai l'habitude de le faire, donc je sais ce que ça représente. On parle vraiment de plusieurs journées à conceptualiser puis d'heures à le faire. Donc voilà, on va se concentrer maintenant sur d'autres questions. Donc attention, je vois que vous utilisez beaucoup l'onglet questions. Revenez bien sur l'onglet chat, d'accord? Donc je vais lire les questions qui ont été postées dans l'onglet questions, mais après je resterai bien sur le chat, c'est plus facile, c'est plus gérable. Donc, il y a une personne qui te demande, Maëlle, quelles sont les techniques qu'on peut employer avec des enfants sourds? Moi, j'ai déjà entendu plusieurs choses avec des vibrations. Les logopèdes utilisent d'ailleurs pour qu'une voix puisse s'exprimer. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, à savoir si on parle de surdité profonde ou de personnes qui sont malentendantes. Alors malentendant, ça va être surtout une réadaptation, donc à base de vibrations, même de sonorités. Typiquement, ce qu'on a vu, la technique MACT, celle où il fallait qui travaille l'attention, eh ben, ça va aussi travailler, bien sûr, l'attention portée aux informations sonores. Et quand on est malentendant, eh ben, typiquement, le fait de pouvoir s'orienter, diriger son attention vers un stimuli sonore en particulier, eh ben, ça va faire la différence. Par exemple, quand vous êtes au restaurant à table et qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, ceux qui sont malentendants vous le diront très certainement, c'est que c'est très compliqué de suivre une conversation. Et donc, ce type d'exercice-là va permettre de travailler finalement cette attention focalisée sur une conversation et faire abstraction des stimulations auditives externes, les autres conversations. Et donc, ça va permettre de mieux fonctionner en société. Après, pour ce qui est de la surdité profonde, là, c'est encore autre chose. Comme tu disais, Anne-Charlotte, ça va être surtout sur de la vibration, mais pas que. Après, il va y avoir un certain nombre de techniques. Alors, sur la surdité profonde, et puis pareil, il y a des sourds profonds avec un implant cochléaire. Donc là, est-ce qu'on considère que c'est des personnes sourdes profondes qui n'entendent rien du tout? En fait, ceux qui sont porteurs d'implants cochléaires, pardon, ils vont recevoir une information
une information il va falloir que leur cerveau apprenne à décoder une fois que l'implant sera posé. Donc là, le musicothérapeute peut tout à fait, tout comme l'orthophoniste également, notamment, enfin le logopède, pardon, peut tout à fait avoir son rôle à jouer dans cette période-là. Il y a une stimulation, une impulsion qui arrive, mon cerveau ne sait pas encore le décoder parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu à décoder. Donc là, il va falloir faire tout un ensemble d'exercices où on va écouter des sons de la nature, des sons de voix, des sons de voiture, et réapprendre au cerveau à décoder ces informations sonores. Moi, justement, j'ai une question, mais là, c'est en tant que neuropsychologue. Moi, je vois de plus en plus d'enfants qui ont ce qu'on appelle un trouble d'audition centrale. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que, voilà, ici en Belgique, ben, c'est beaucoup le job des logopèdes, enfin, de travailler là-dessus, des logopèdes spécialisés en sémiophonie, et elles sont extrêmement rares. Et donc, voilà, moi, en tant que neuropsychologue, ben, j'aimerais me former pour prendre en charge ces enfants. Est-ce que, ben, voilà, avec la neuromusicothérapie, ouais, je peux arriver à proposer quelque chose d'intéressant pour ces patients? Je ne suis pas parfaitement familier avec le concept, donc je préfère pas répondre à cette question de peur de dire une bêtise. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. C'est vraiment si tu veux des enfants qui ont des problèmes, on appelle ça des aptitudes dichotiques. Donc leur cerveau a du mal à identifier où est la cible et où est le bruit de fond, quoi, si tu veux. Ah bah oui. Voilà, et donc du coup, là, pour l'instant, les techniques de rééducation, donc la sémiophonie, on met un casque et puis on utilise du visuel, quoi, pour essayer de leur donner du repère. Et donc on fait sans bruit, puis on en ajoute et voilà, ils doivent identifier des cibles. Mais voilà, moi je pense qu'effectivement, la neuromusicothérapie pourra apporter plein de choses, mais voilà, c'est de nouveau une intuition, il faudrait lire sur ce sujet. Mais voilà, sache que quand tu seras invité chez moi pour donner ta formation, voilà, il faut te préparer parce que on va t'attendre sur ces questions-là, parce qu'en Belgique, voilà, on en parle énormément. Bien sûr. Peut-être un projet de recherche, ça pourrait être intéressant. Hein. Ah oui, tout à fait. J'ai encore un peu de temps entre minuit et 2. Alors, tant qu'on en est à parler justement de cette intervention en mars, donc, alors ça ne sera pas une formation, ça sera vraiment plutôt une sensibilisation à l'ensemble des techniques de NMT, donc de neuromusicothérapie. Voilà, l'idée c'est de présenter ces différentes techniques pour que chacun puisse s'en inspirer pour infléchir et réfléchir sa pratique clinique avec un autre angle d'approche. Après, cette sensibilisation s'adressera avant tout aux professionnels de santé, donc musicothérapeutes bien sûr, mais également psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, médecins également s'ils le souhaitent, mais ça ne s'y limite pas. Moi, je serais ravi aussi d'avoir des parents ou des aidants concernés qui ont envie voilà, d'en apprendre plus sur cette discipline. Tout à fait. Bien. Écoute, on a hâte. Il n'y aura plus qu'à trouver une date, mais c'est vrai qu'avec le Covid, voilà, mais ça se fera, ça c'est certain. On ne peut pas en rester là, c'est impossible. Mais du coup, voilà, tu as d'autres questions. Donc, tu en as encore une au sujet voilà, de la prise en charge des patients qui sont apathiques. De nouveau, est-ce que là, on peut aider aussi ces patients-là? Tout à fait. Tout à fait. Alors, là, il y aura, à la limite, j'orienterai peut-être plus vers un musicothérapeute clinicien pour l'apathie, où là, on va pas tellement jouer sur l'aspect neuro de la pathologie, mais on va être davantage sur aller mobiliser le patient, aller le chercher sur ses centres d'intérêt, tant que ça reste relié à la musique, bien sûr, mais et l'idée, c'est vraiment voilà, d'aller le chercher et de trouver cette porte d'entrée et puis ensuite de l'accompagner vers un mieux-être. Ouais. Ok. Bien, je vois encore une question là de Marion. Là, c'est une question qui est tout à fait différente. C'est à propos des peurs que tu pourrais avoir.
par rapport, ben voilà, quelque part à la reconnaissance de l'intérêt de la neuromusicothérapie, voilà, où elle a un petit peu peur que finalement soit ça soit relégué au second plan quelque part, la thérapie un petit peu complémentaire, un peu floue, malgré les preuves scientifiques de l'efficacité. Bah, voilà, c'est vrai que Marion, on y a déjà un petit peu répondu. C'est Maëlle a encouragé d'ailleurs les musicothérapeutes qui étaient présents, et ils étaient beaucoup là. Les neuromusicothérapeutes, ils voulaient, en tout cas musicothérapeutes, ils voulaient les inciter à s'inscrire, à se montrer, à participer aussi à la recherche. Voilà, moi je peux parler en tant que posturologue. La posturologie, c'est pareil, c'est pas tellement un titre qui est reconnu, mais par contre c'est l'objet de plusieurs DU, voilà, dans des universités. Donc on est vraiment dans un plein essor. Et alors à mon avis, on se rejoindra peut-être, parce que en posturologie, on travaille beaucoup au niveau de l'intégration sensorielle. Donc effectivement, à mon avis, on a peut-être des liens. Mais voilà, je fais aussi des informations sur ce sujet. J'encourage aussi les gens à faire de la recherche, d'où Maëlle qui me propose, on fera pourquoi pas une recherche avec le trouble d'audition centrale un jour. Je pense que voilà, si on veut faire reconnaître quelque chose, il faut se donner les moyens, il faut donner de l'énergie, il faut y croire, il faut se rassembler, et puis ça fonctionne. Mais ça, c'est vrai aussi pour les patients. C'est-à-dire que là, en posturologie, on a Sensorivis, qui est une association de parents d'enfants qui sont pris en charge avec ces techniques et qui viennent aussi témoigner, qui viennent soutenir en fait tout ce travail, qui en parlent. Et donc, voilà, il y a rien à faire, il faut se donner les moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlle? Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Non, c'est pas tellement des peurs en fait, c'est plus une impatience dans le sens où les études sont là, il y a des preuves que ça fonctionne. Maintenant, je sais que cette intégration au système de santé, elle va venir, mais ça demande énormément de travail, ça demande un investissement sur des choses qui parfois sont pas directement reliées à notre corps de métier en fait. Et donc c'est parfois dommageable en fait. Enfin, dommageable, c'est un bien grand mot, mais disons que on préférerait se concentrer sur notre cœur de métier qui est la musicothérapie plutôt que d'aller, je sais pas, il y a certains. Disons qu'il y a dans les institutions, on est parfois obligé de se battre pendant longtemps pour faire comprendre la différence entre un musicothérapeute et un animateur musical. Et ça, on ne devrait pas avoir à le faire. On devrait l'avoir à l'expliquer une fois, une bonne fois, et après c'est clair pour tout le monde. Mais non, il y a toujours ce côté-là, musique, animateur musical. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est souvent la marque d'une certaine ignorance. Quand on sait pas, on sait pas. Mais quand on t'a déjà expliqué, à un moment donné, il faut essayer de comprendre les choses quand même. Oui, puis je pense qu'à un moment, voilà, c'est pareil comme hypothérapeute, équitation adaptée, équithérapie en France. Je pense qu'on est plus ou moins dans la même chose. Voilà, une différence entre la moniteur d'équitation pour des personnes qui ont des difficultés, vraiment celle qui se sert du cheval comme une médiation en fait au niveau thérapeutique. C'est vraiment la même chose. Je pense qu'après, voilà, Maëlle, je sais pas si tu es d'accord de nouveau, mais moi, j'ai cherché beaucoup à défendre en fait ça. Certains métiers plus rares, peut-être méconnus, peut-être qui sonnent pas sérieux, voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue chercheuse en fait. J'avais besoin de démontrer d'abord à moi-même, c'était quand même une priorité, et puis après à mes collègues. Et puis à un moment, une fois que j'ai eu quand même un certain degré de certitude de me dire, non, finalement, je fais pas n'importe quoi. Il y a quand même, oui, voilà, sous ce respect de patient, j'ai quand même un côté, je peux prédire un petit peu les résultats que je pourrais obtenir. À un moment, il faut juste un peu prendre confiance en soi et voilà, et arrêter de se justifier. La justification, c'est épuisant, c'est épuisant. Donc voilà, on met des sécurités, on est honnête avec soi-même, et puis à un moment. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère largement faire ce type de visioconférence où je suis pas dans la justification, je suis vraiment dans la présentation factuelle de qu'est-ce que c'est, plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est juste pas intéressé en fait. Oui, tout à fait. Puis voilà, puis a priori,
On a eu plus de 700 personnes qui se sont inscrites, qui étaient voilà, demandeuses d'informations. Et donc, voilà, c'était Plutôt déjà positif. bien parti. C'était déjà bien parti. Mais donc voilà, on va encore faire peut-être une ou deux questions, puis on va clôturer un petit peu ce bel exposé. Donc, on a ici une question supplémentaire de Zoé Villot qui nous demande, là de nouveau, si qu'est-ce qu'on peut employer. Voilà, existe-t-il une ou plusieurs méthodes en NMT permettant des améliorations d'encodage génétique chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en fait? Tout à fait, tout à fait. C'est dans ce livre-là. Il faut lire. Je pense qu'il va vraiment falloir se l'offrir, celui-là. Ah ben à un moment, Bientôt les fêtes de fin d'année. exactement. Non, mais tout à fait, c'est vrai que sur l'empamnésique et sur la mémoire en général, hein, d'ailleurs, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes et pour certaines basées sur des concepts qui sont connus depuis très longtemps, ne serait-ce que à l'école, enfin en tout cas, moi j'ai appris les tables de multiplication en musique. Bon, ben, pourquoi en musique? Justement parce que on retient mieux l'information quand elle est associée à une stimulation agréable, voilà. Donc il y a voilà, tout un ensemble de facteurs qui font que ça fonctionne, ça a été prouvé de bien des manières. Maintenant, on va l'utiliser en clinique avec des populations, enfin des patients, et c'est en ça que moi, je m'identifie davantage dans mon orientation clinique à la neuromusicothérapie qu'à d'autres modèles, je le cache pas. C'est aussi parce qu'il y a cette rigueur et cette méthodologie qui me paraît être un contre-pied osé mais nécessaire à d'autres méthodes peut-être un peu moins sérieuses. Et je ne parle pas de la musicothérapie clinique, c'est pas du tout ça, mais voilà, d'autres que j'ai pu vous présenter en début de visioconférence. Mais de nouveau, voilà, ce qui est chouette, c'est que ça suscite vraiment de l'intérêt. Moi, je le retrouve aussi dans des domaines un peu moins cadrés, en pédagogie. Hein. C'est vrai que je ne sais pas si tu as entendu parler de tout ce qui est les octophones. Ça te dit quelque chose? Donc, c'est vraiment dans l'idée de l'intelligence multiple. Et de dire, voilà, on a cet octophone donc, qui représente une forme d'intelligence, disons, plutôt musicale. Et donc, peu importe, tout ça, c'est pas très démontré, entre guillemets, scientifiquement, mais ce que ça apporte, c'est que les enseignants comprennent que pour apprendre, il y a d'autres moyens que écrire, copier, voilà, utiliser seulement une seule voix, que finalement, on peut le faire en utilisant la musique, le rythme. Mais bon, comme toi, quand tu étais enfant, avec tes tables de multiplication, on sait tous chanter notre petite rime, en fait, voilà, notre petite chanson pour retenir une définition en sciences vachement compliquée. Les moyens mémotechniques, c'est vraiment ça. Donc déjà, on sent que de façon intuitive, voilà, quoi, utiliser le son, la musique, c'est déjà intéressant. Donc ça, c'est vraiment ça. Alors, voilà, on a une dernière question de Quentin qui nous demande, est-ce qu'il y a des contre-indications à la musicothérapie? Alors, il n'y a pas de contre-indication à la musicothérapie, mais il y a des contre-indications à certaines techniques de musicothérapie avec certains types de pathologies. Par exemple, pour ce qui est tout ce qui est les personnes psychotiques. Bon, je vous parlais tout à l'heure de musicothérapie réceptive, où on essaie d'être dans la visualisation, c'est-à-dire on fait bon, c'est pour faire très schématique, hein, on fait écouter une musique et puis on essaie de voir ce que ça peut évoquer, puis il y a un temps de verbalisation derrière, etc. Des psychotiques, c'est peut-être pas la meilleure solution pour essayer de les faire aller mieux, parce que il y a peut-être des choses qui vont être, que la musique va leur évoquer, qui sont pas forcément rationnelles à pour nous, mais qui eux vont les faire décompenser derrière. Donc c'est en ça aussi que je disais tout à l'heure que le métier de musicothérapeute ça peut être un métier sensible aussi. On a la santé, le bien-être de personnes, c'est de notre responsabilité. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Je sais que il y a actuellement, alors je ne citerai pas de nom, mais il y a un monsieur on va dire une start-up, on va dire ça, une start-up qui a repris un protocole de musicothérapie réceptive, qu'il a automatisé
et qu'il l'a commercialisé. Bon, c'est une plutôt bonne idée, sauf que finalement, dans le protocole que lui commercialise, à aucun moment il y a la présence d'un musicothérapeute. Et du coup, c'est dommage, parce qu'il y a certains patients qui vont réagir d'une certaine façon, et s'il n'y a pas ce suivi musicothérapeutique derrière, eh ben, le patient peut se retrouver en souffrance. J'en discutais pas plus tard qu'il y a quelques semaines avec un ami infirmier qui utilise cet outil-là, donc dans un but de réduction de la douleur. Et il me disait, bon ben j'ai fait remplir un questionnaire au patient, voilà, et puis je lui mets le casque sur les oreilles, il écoute la musique, et au bout d'un moment, il arrache le casque de ses oreilles, clairement, je vois qu'il n'est pas bien. Donc je lui demande pourquoi, et il me dit, parce que j'ai entendu la mer. Alors ça c'est, bon, ça va être très, très teinté culturellement, mais à La Réunion, on a 2-3 problèmes avec les requins. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et il s'avère que cette personne-là, l'un de ses meilleurs amis s'était fait manger par un requin quelques années auparavant. Donc, entendre la mer, clairement, ça l'a pas du tout fait. Donc, un musicothérapeute aurait questionné le rapport au sonore, aurait questionné l'histoire du patient, aurait questionné toutes ces choses-là qui font que, on essaie d'éviter en tout cas ces écueils-là. Donc, le musicothérapeute reste nécessaire, voilà, bien malgré le fait qu'il y ait certains protocoles qui soient automatisés. C'est comme en psychologie, on aura beau faire des chatbots les plus performants possibles, ça ne remplacera pas la parole d'un professionnel. Maëlle, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ton temps, ta sympathie. Donc voilà, moi j'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, tous les participants. Donc voilà, comme promis, une fois que j'aurai cliqué sur mon petit bouton ce webinaire est terminé, vous allez recevoir de façon automatique par email un lien qui vous donne accès au replay. Alors voilà, je suis toujours joignable par email, donc pour vos demandes d'attestation qui arrivent déjà, donc je les remplis avec plaisir. Et donc, effectivement, on retrouve Maëlle en 2021 en Belgique. Donc, voilà, j'ai la chance d'avoir une salle de formation chez moi. Et à mon avis, ça va être canon, comme on dit par chez nous. Donc, voilà, formation, information, on a bien compris, on vous l'avait bien précisé. Et donc, merci à nouveau d'avoir été si nombreux. C'est très chouette, c'est enthousiasmant. Je pense que Maëlle, du coup, je pense que tu n'avais pas peur à propos de la musicothérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui va être reconnu? Non, moi je pense que si vous êtes si nombreux, c'est parce que justement, on n'en a pas. Enfin, on vous en avait déjà parlé, vous êtes venu un peu creuser, et donc l'intérêt, il est manifeste. Et donc, on a tout un tas de neuromusicothérapeutes potentiels là qui étaient avec nous, donc qui vont sûrement se former, peut-être un jour même devenir chercheurs, cliniciens, qui vont participer à la reconnaissance de ce métier fabuleux. Voilà. Donc, merci beaucoup encore, Maëlle. Merci à toi, Anne-Charlotte. Une très, très bonne soirée et à très bientôt. Donc, je vous tiens au courant via la newsletter de cette information qu'on vous prépare pour 2021. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tout le monde.